En moins de 48 heures, le désert de Tindy Bin a changé de visage. Ce basculement, né d'un réseau de coordination conçu localement, a surpris même des partenaires habitués à la fragmentation, et il a comprimé le temps entre décision, collecte d'images et manœuvre. Pour le spectateur, que vaut une souveraineté quand Ibrahim Traoré avance sans béquilles extérieures, en portant la responsabilité du risque et de ses conséquences politiques, humaines et régionales? À partir de là, un horizon neuf se dessine, lourd de promesses et de tensions, et la suite dira jusqu'où cette méthode peut tenir. Ce récit promet une chose claire: comprendre ce que l'opération de Tindy Bin change réellement au-delà du choc initial pour la région et pour ceux qui l'observent. Pour le spectateur, l'intérêt est simple: lire les signaux faibles sans slogan ni extrapolation. L'enjeu est double. D'un côté, mesurer si une coordination née du terrain peut remplacer des schémas d'assistance extérieure longtemps considérés comme indispensables. De l'autre, évaluer ce que cette méthode implique en matière de risques assumés, de cohésion régionale et de durabilité institutionnelle. Ce n'est pas un débat abstrait. Les décisions prises ici influencent la sécurité quotidienne, les échanges économiques et la capacité des États concernés à négocier depuis une position moins vulnérable. Le fil conducteur sera simple: suivre les faits, isoler ce qui relève de la méthode et distinguer l'effet immédiat de ce qui pourrait s'installer dans le temps. Une question guide la suite: ce basculement est-il un épisode isolé ou le début d'un modèle reproductible? La première surprise tient en une mesure: le temps d'alerte était passé de 12 minutes à 90 secondes. Cette compression a suffi à rendre visibles, dès les premières heures, des capacités que beaucoup n'attendaient pas d'une alliance souvent décrite comme dispersée. Ce chiffre ne dit pas seulement plus vite, il dit plus tôt que l'adversaire. Quand l'information circule presque instantanément, les déplacements cessent d'être réactifs et deviennent orientés. La défense ne repose plus sur l'endurance, mais sur la lecture du terrain au bon moment. C'est ici que la question de départ commence à se refermer. Qu'est-ce qu'une souveraineté si elle ne se résume pas à un discours? Dans ce récit, elle prend la forme d'une architecture: des appareils reconfigurés, des stations locales, des réseaux numériques reliés et une chaîne de décision qui ne dépend pas d'un appui extérieur pour fonctionner. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure de posture que comme le promoteur d'une méthode: préparer discrètement, mutualiser des moyens limités, puis agir avec une cohérence qui surprend. Le décor importe, mais il doit rester net. Tindy Bin est décrit comme un désert, donc comme un espace où l'infrastructure manque et où l'improvisation semble la règle. Pourtant, l'opération insiste sur l'inverse: une organisation méticuleuse, conçue du dedans, qui transforme des technologies artisanales en outils tactiques. Cela explique pourquoi des images initiales, présentées comme étayées par l'observation, ont pu frapper des partenaires régionaux habitués à voir des systèmes isolés. Le contexte politique se lit dans un contraste. Pendant des décennies, la crise appelait l'intervention extérieure comme réflexe. Ici, la réponse revendique une initiative locale et elle l'incarne dans une coordination entre trois pays. Même l'objectif implicite change. Il ne s'agit pas seulement d'un gain militaire, mais d'un test de survie régionale, où l'échec ramènerait la dépendance au centre des priorités. À ce stade, une chose est établie: la souveraineté n'est pas annoncée, elle est mise en procédure. Reste à comprendre comment cette procédure se traduit concrètement dans des gestes et des trajectoires humaines. Au cœur de cette mécanique, un rôle se détache sans être théâtral. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef de guerre en première ligne, mais comme un organisateur qui structure des leviers dispersés pour leur donner une cohérence d'ensemble. Là où l'on attendait une démonstration de force, la méthode privilégie l'assemblage patient,
des compétences politiques, techniques et humaines. Un premier microcas l'illustre clairement. Au sud de Tindibin, une petite unité chargée de tester les communications tactiques a réorganisé en quelques heures un équipement artisanal afin d'assurer un relais stable entre les forces du Burkina Faso et celles du Niger. Le geste est modeste, son effet est décisif. Il permet de maintenir un flux continu d'informations dans une zone où les coupures étaient fréquentes et paralysantes. Un second exemple révèle l'impact humain immédiat. Dans une zone frontalière du Mali, de jeunes officiers issus de communautés longtemps marginalisées ont été intégrés à la cellule de coordination régionale. Leur présence a accéléré la diffusion des alertes et renforcé la confiance interne. Ce choix n'est pas symbolique. Il montre que la stratégie repose sur une appropriation locale réelle et non sur une simple reproduction de schémas importés. Ces effets précoces dessinent un changement de nature. L'action ne se limite plus à neutraliser une menace ponctuelle. Elle modifie la manière dont les acteurs se perçoivent et coopèrent. En structurant la souveraineté comme un travail collectif, la méthode associée à Ibrahim Traoré transforme des vulnérabilités anciennes en leviers d'organisation. Le point clé tient en peu de mots. L'impact précède le récit. Avant l'aube, la situation semblait figée, puis tout a basculé lorsque la séquence préparée depuis des mois a été activée. Avant, les capacités militaires et logistiques des trois pays fonctionnaient en silo, avec des temps de réaction longs et une visibilité fragmentée. Après, une décision stratégique a reconfiguré l'ensemble en amont, reliant des unités dispersées dans une architecture commune capable d'agir presque simultanément. La phase de déclenchement est restée invisible pour le public. Elle ne commence ni par un tir, ni par un mouvement spectaculaire, mais par l'activation coordonnée des réseaux. Des appareils artisanaux, des stations locales et des systèmes numériques ont été connectés pour former une chaîne continue d'information. Cette étape, souvent ignorée dans les récits classiques, constitue pourtant le socle de l'opération. Sans elle, rien ne suit. La montée en intensité est ensuite rapide. Les drones fabriqués localement décollent avant que l'adversaire n'ait perçu le changement de posture. Leur mission n'est pas offensive. Ils cartographient le terrain en temps réel et transmettent des données exploitables aux unités au sol. Le premier flux d'images révèle un fait décisif. La lecture du terrain devient partagée. Les troupes, autrefois contraintes d'agir avec retard, synchronisent leurs déplacements à partir d'informations communes. C'est dans ce moment que le rythme se transforme. Le temps de réaction, auparavant mesuré en minutes, se compte désormais en secondes. Cette réduction n'améliore pas seulement la vitesse, elle modifie la logique d'action. Les unités ne répondent plus à des menaces déjà formées. Elles contournent, évitent et neutralisent en amont. L'initiative change de camp sans qu'une supériorité matérielle évidente n'ait été déployée. Le point culminant survient lorsque les trois centres de renseignement interconnectés commencent à traiter simultanément les alertes. Les mouvements adverses sont détectés, analysés et hiérarchisés presque instantanément. Cette coordination, obtenue sans assistance extérieure, surprend les observateurs habitués à associer ce niveau d'efficacité à des structures bien plus dotées. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur la préparation discrète plutôt que sur la démonstration de force, imprime ici une rupture claire avec les pratiques antérieures. Les répercussions sont immédiates. Sur le terrain, l'adversaire perd l'initiative, incapable de comprendre comment une alliance perçue comme dispersée agit avec une telle cohérence. Dans les analyses internationales, un étonnement prudent apparaît. La région, souvent décrite comme dépendante, montre qu'elle peut conduire une opération complexe à un rythme inattendu. Les dernières heures ne cherchent pas l'effet symbolique.
Elle consolide les gains, les routes stratégiques sont sécurisées, les communications stabilisées et les unités repositionnées pour anticiper toute tentative de contre-coup. Ce déroulé précis et méthodique marque la transition entre un événement ponctuel et une dynamique durable. Une question reste suspendue. Cette méthode, née pour un contexte précis, peut-elle résister à l'épreuve du temps? Le basculement observé à Tindibin ne repose pas sur des impressions. Il s'appuie sur quelques indicateurs précis qui permettent de mesurer ce que la méthode a réellement produit et surtout ce qu'elle a changé par rapport à la situation antérieure. Commençons par un premier indicateur, le risque humain. Avant la réorganisation, les opérations comparables dans la région affichaient des pertes élevées, souvent difficiles à anticiper en raison d'une information fragmentée. Après la mise en place de l'architecture coordonnée, les pertes de l'Alliance sont restées sous la barre des 20 hommes. Cette donnée ne signifie pas l'absence de danger. Elle montre une planification orientée vers la réduction de l'exposition, rendue possible par une meilleure lecture du terrain et par des décisions prises plus tôt. Ce chiffre prend sens lorsqu'il est mis en perspective. Dans des missions étrangères menées dans des environnements similaires, les ratios observés étaient dit plusieurs fois supérieurs. La différence ne tient pas à un armement plus sophistiqué, mais à l'usage plus précis de l'information disponible. En privilégiant la connaissance plutôt que la force brute, la méthode réduit mécaniquement les situations où les unités sont prises au dépourvu. Poursuivons avec un deuxième indicateur, la circulation de l'alerte. Le passage de 12 minutes à 90 secondes constitue un saut qualitatif. Avant, une alerte tardive signifiait souvent une réaction contrainte. Après, cette réduction ouvre une marge de manœuvre. Les unités peuvent donc se repositionner, éviter des zones à risque ou préparer une réponse adaptée. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. La vitesse n'est pas une fin, mais un moyen de reprendre l'initiative. L'effet cumulatif de cette amélioration est décisif. Une alerte plus rapide n'agit pas seule. Elle se combine à une chaîne de décisions raccourcies et à des équipes déjà formées à interpréter les données. Le résultat n'est pas seulement une action plus rapide, mais une action plus juste, moins coûteuse, humainement et plus cohérente sur l'ensemble du front. Enfin, un troisième indicateur, la structure même du renseignement. Avant, les postes étaient isolés, vulnérables et souvent redondants. Après, trois centres interconnectés assurent une analyse simultanée des signaux. Cette centralisation ne supprime pas la diversité locale, elle l'ordonne. Les informations issues de différents territoires sont comparées, hiérarchisées et exploitées en temps réel. Ce point est crucial pour comprendre la portée du modèle. Il ne s'agit pas d'une victoire liée à un événement exceptionnel, mais d'un système reproductible tant que la méthode est maintenue. Les drones produits localement, par exemple, ne sont pas décrits comme des armes décisives, mais comme des capteurs intégrés dans un dispositif plus large. Leur valeur réside dans leur articulation avec le reste du réseau. Pris ensemble, ces trois chiffres racontent la même histoire. La souveraineté cesse d'être un idéal abstrait. Elle devient une suite de décisions mesurables, où chaque amélioration technique se traduit par un effet humain concret. C'est ce socle quantitatif qui explique pourquoi l'opération est perçue comme un tournant et pourquoi la trajectoire associée à Ibrahim Traoré attire désormais une attention soutenue. Deux critiques structurées reviennent régulièrement dans les analyses qui ont suivi l'opération de Tindibin. Elles méritent d'être prises au sérieux, car elles formulent des doutes cohérents sur la viabilité du modèle mis en avant. Le premier argument soutient que l'autonomie stratégique observée reste fragile faute de ressources économiques suffisantes.
Selon cette lecture, une coordination efficace sur un temps court ne garantit pas la capacité à maintenir l'effort. Les contraintes budgétaires, l'usure du matériel et la pression diplomatique finiraient par réduire l'élan initial. Dans cette perspective, la méthode apparaîtrait comme une réponse ponctuelle, brillante, mais difficilement soutenable dans la durée. Le second argument est plus politique. Il affirme que l'absence de soutien extérieur expose l'alliance à un isolement progressif. En se tenant à distance des partenariats internationaux classiques, les États concernés risqueraient de perdre des marges de manœuvre, notamment dans les négociations régionales et globales. L'autonomie ici serait interprétée comme un repli susceptible d'affaiblir la stabilité à moyen terme. Ces deux lectures gagnent en crédibilité lorsqu'elles sont posées abstraitement. Elles s'affaiblissent toutefois lorsqu'elles sont confrontées aux faits observés sur le terrain. L'opération montre que la contrainte de ressources n'a pas bloqué l'innovation, mais l'a orientée. Les technologies utilisées, parfois artisanales, sont adaptées aux conditions locales et conçues pour être maintenues sans dépendance lourde. La durabilité ne repose donc pas sur l'abondance, mais sur l'adéquation. Sur le plan politique, la coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne révèle pas un isolement, mais une densification des liens régionaux. Les centres de renseignement interconnectés, la circulation rapide de l'information et l'intégration de profils locaux renforcent la cohésion interne. Cette dynamique offre une base de négociation différente, moins vulnérable car fondée sur des capacités démontrées. La réponse n'annule pas les risques, elle les redéfinit. Le modèle associé à Ibrahim Traoré ne supprime pas les contraintes, mais il montre qu'elles peuvent être gérées par la méthode plutôt que subies. C'est cette distinction qui fait basculer la critique d'un rejet de principe vers une évaluation fondée sur les résultats. Ce tournant ne vient ni d'une frappe décisive ni d'un renfort extérieur, mais d'une méthode patiemment tissée qui inverse la logique habituelle. À Tindibin, la victoire ne s'explique pas par une supériorité matérielle, mais par une architecture pensée pour transformer la coordination en avantage durable. Ce qui semblait être une réponse ponctuelle révèle alors une capacité plus profonde. Agir, coopérer et s'adapter sans dépendre d'un modèle importé. Ibrahim Traoré incarne ce basculement sans l'exposer frontalement. En privilégiant la sobriété stratégique, il met en avant une organisation qui rend visible des forces longtemps sous-estimées. La précision inattendue, la fluidité des échanges et l'autonomie assumée deviennent lisibles au moment même où l'adversaire perd l'initiative. Le changement n'est pas spectaculaire, il est structurel. Le cœur de la révélation tient ici. L'innovation ne vient pas du dehors, elle surgit du terrain. Les contraintes, loin d'être des freins, ont servi de cadre druide à une inventivité ciblée. Ce constat déplace la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir comment gagner une opération, mais comment faire mûrir un modèle né dans un environnement réputé fragile. À partir de ce point médian, le récit change d'échelle. Les effets ne se mesureront plus seulement en succès tactique, mais en conséquences concrètes pour les sociétés, les institutions et la position régionale du Sahel. Les effets de l'opération de Tindibin ne restent pas confinés au champ militaire. Ils se déploient en cercles successifs, touchant des groupes distincts dont les intérêts ne se recouvrent pas toujours, mais qui subissent tous les répercussions d'un même changement de méthode. C'est ici que la question ouverte au midpoint trouve ses premières réponses tangibles. Pour les institutions nationales, la coordination renforcée modifie la manière de gouverner la sécurité. Les trois centres de renseignement interconnectés offrent une vision plus cohérente des risques, réduisant les décisions prises dans l'urgence. Les autorités peuvent prioriser, anticiper et ajuster sans dépendre d'alertes extérieures.
Cette capacité nouvelle améliore la crédibilité interne des États concernés et renforce leur marge de manœuvre dans les échanges régionaux. Du côté des acteurs économiques, la sécurisation des axes stratégiques produit un effet immédiat. La reprise des échanges transfrontaliers, estimée à environ 22% dans les premiers mois, redonne de l'oxygène à des marchés longtemps paralysés. Les commerçants retrouvent d'Irino des circuits fonctionnels. Les agriculteurs écoulent leur production et les coûts liés à l'insécurité diminuent. La stabilité, même partielle, se traduit d'ici par une respiration économique mesurable. Pour les populations locales, l'impact est plus discret mais plus profond. Dans les villages frontaliers, la baisse des incidents armés transforme les routines quotidiennes. Les déplacements redeviennent possibles sans escorte systématique. Les familles reprennent des activités suspendues depuis des années. Cette normalisation fragile ne garantit pas la sécurité absolue, mais elle restaure une perspective d'avenir qui avait disparu. Ibrahim Traoré, en liant la méthode sécuritaire à une appropriation locale, inscrit cette amélioration dans une dynamique collective plutôt que dans une victoire imposée. Enfin, au niveau régional, l'Alliance du Sahel change la perception extérieure. Les observateurs internationaux, habitués à considérer la région comme dépendante, sont confrontés à un acteur capable de définir ses priorités et de les mettre en œuvre. Cette posture ne supprime pas les pressions diplomatiques, mais elle modifie le rapport de force. Négocier à partir de capacités démontrées n'équivaut pas à négocier depuis une position de fragilité. Pris ensemble, ces effets montrent que le modèle révélé à Tindibin produit des conséquences multiples et cohérentes. Il ne transforme pas tout, mais il déplace les équilibres. La promesse d'autonomie cesse d'être abstraite. Elle devient visible dans les institutions, les marchés, les vies quotidiennes et les relations régionales. À partir des dynamiques observées après Tindibin, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent rien. Elles décrivent ce que les mécanismes déjà visibles rendent possible selon la manière dont ils sont entretenus ou fragilisés. D'abord, le scénario de base, si la coordination actuelle est maintenue sans expansion majeure, l'Alliance consolide ses acquis. Les centres de renseignement continuent d'opérer de façon synchronisée. Les axes stratégiques restent globalement sécurisés et les échanges transfrontaliers progressent à un rythme modéré. Les tensions internes persistent, mais elles sont contenues par une gestion plus prévisible des risques. Dans ce cadre, la priorité n'est pas l'innovation spectaculaire, mais la stabilisation. Éviter les retours en arrière et préserver la crédibilité gagnée. Ensuite, le scénario optimiste. Si les États concernés transforment la méthode opérationnelle en réforme civile structurante, l'effet s'amplifie. La discipline et l'organisation observées sur le terrain inspirent une meilleure coordination administrative. Les marchés régionaux gagnent en fluidité, soutenus par une sécurité plus stable. La coopération Sud-Sud se formalise davantage, renforçant la légitimité de l'alliance. Les profils locaux intégrés aux cellules de coordination prennent des responsabilités accrues, accélérant l'apprentissage institutionnel. Dans cette hypothèse, le modèle devient une référence régionale. Enfin, le scénario défavorable. Si des fractures sociales s'aggravent ou si la pression extérieure s'intensifie, la cohésion peut s'éroder. Des priorités divergentes émergent entre les États, affaiblissant les structures communes. La dépendance à l'aide extérieure, temporairement réduite, pourrait réapparaître sous contrainte diplomatique ou économique. Même dans ce cas, l'expérience de Tindibin ne disparaît pas. Elle demeure un précédent, susceptible d'être réactivé ou adapté ailleurs. Une lecture conditionnelle s'impose. Si la méthode reste un outil partagé, elle stabilise.
Si elle se personnalise ou se fragmente, elle s'affaiblit. La question suivante devient alors centrale. Quelles actions concrètes permettent de sécuriser la trajectoire la plus robuste? Au-delà des cartes et des scénarios, la transformation amorcée à Tindy Bean se lit dans des gestes ordinaires qui parlent directement aux spectateurs. Dans les zones frontalières, la baisse des incidents armés permet à des familles de reprendre des routines longtemps suspendues. Ouvrir une échoppe au lever du jour, emprunter une route sans attendre un convoi, envoyer les enfants à l'école sans la peur diffuse qui accompagnait chaque déplacement. Ces actes simples traduisent un changement concret. Pour les jeunes, l'effet est tout aussi tangible. L'intégration d'officiers issus de régions marginalisées dans les cellules de coordination redéfinit les trajectoires individuelles. Elle montre qu'une compétence locale peut compter et que la sécurité n'est pas uniquement administrée de l'extérieur. Cette visibilité nourrit un sentiment d'utilité et de responsabilité qui dépasse le cadre militaire. Elle touche à la manière dont une génération se projette dans l'avenir de son territoire. Dans les zones rurales, des coopératives féminines relancent des activités interrompues par l'insécurité. Leur travail de reconstruction est discret, parfois invisible dans les analyses stratégiques, mais il constitue un pilier du redémarrage économique. La stabilité relative rend possible l'investissement du temps, de l'effort et de la confiance, trois ressources que les conflits érodent rapidement. Pour le spectateur extérieur, ces scènes offrent deux clés de lecture. La première consiste à comprendre que la sécurité n'est pas un objectif abstrait, mais une condition qui façonne la vie quotidienne. La seconde invite à observer comment une méthode, lorsqu'elle est appropriée localement, peut produire des effets sociaux durables. Ici, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un récit, mais de reconnaître ce que la continuité rend possible, à hauteur d'humain. Transformer l'élan né à Tindy Bean en cadre durable suppose une série d'étapes précises, déjà esquissées par les pratiques observées sur le terrain. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux objectifs, mais de stabiliser ce qui a fonctionné afin d'éviter l'essoufflement. La première étape consiste à institutionnaliser la coordination. Les mécanismes communs doivent donc dépasser la logique d'urgence. Les trois centres de renseignement interconnectés offrent une base pour formaliser des procédures partagées de décision et de priorisation. L'enjeu est de garantir la continuité indépendamment des contextes politiques immédiats. La deuxième étape vise à consolider la production locale. Les technologies adaptées au terrain, parfois artisanales, ont prouvé leur utilité. Les structurer, les documenter et les maintenir localement réduit la dépendance extérieure. Cette industrialisation sobre prolonge la logique défendue par Ibrahim Traoré. Produire moins, mais produire juste, en fonction des contraintes réelles. La troisième étape consiste à former par la pratique. Les jeunes officiers, intégrés aux cellules régionales, ont besoin de formation continue ancrée dans l'expérience opérationnelle. L'apprentissage ne vise pas l'abstraction, mais la capacité à interpréter rapidement des données et à agir de manière coordonnée. Cette montée en compétences renforce la cohésion institutionnelle. La quatrième étape implique de ancrer la transparence. Un suivi public des indicateurs clés, incidents, flux sécurisés, fonctionnement des structures, consolide la confiance des populations. La méthode gagne en légitimité lorsqu'elle devient lisible et mesurable. La cinquième étape revient à préserver l'équilibre régional. La coopération doit rester collective. Si elle se personnalise excessivement, elle se fragilise. En maintenant une gouvernance partagée, l'Alliance protège l'héritage méthodologique mis en avant par Ibrahim Traoré. Ces étapes répondent directement à la question laissée ouverte plus tôt. Comment faire durer une souveraineté démontrée sans la figer?
Le désert de Tindy Bin, longtemps perçu comme un espace figé, conserve désormais les traces d'un geste fondateur. Là où une petite unité avait, en quelques heures, réorganisé un équipement artisanal pour maintenir un relais entre forces voisines, se lie aujourd'hui un symbole plus large. Ce détail, évoqué plus tôt, résume une transformation intérieure, celle d'un territoire qui apprend à compter sur ses propres méthodes avant de chercher des appuis extérieurs. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme un fil conducteur. La méthode qu'il a encouragée, sobre, pragmatique, construite à partir des contraintes locales, a permis de redonner une lisibilité à l'action collective. Les villages frontaliers, les jeunes officiers intégrés, les équipes techniques dispersées participent tous à cette recomposition silencieuse. L'émotion ne vient pas d'une victoire proclamée, mais d'une dignité retrouvée. Elle se manifeste dans la continuité des gestes, dans la capacité à répéter ce qui fonctionne sans le dramatiser. Ce qui était présenté comme une fragilité devient une ressource organisée. Une phrase s'impose alors. La souveraineté commence par la méthode. Ce rappel ne clôt pas le récit. Il en fixe le point d'équilibre, là où l'expérience vécue rejoint l'idée et où la projection vers l'avenir devient possible sans emphase. L'histoire de Tindy Bin ne se réduit pas à une opération réussie. Elle ouvre un espace de réflexion sur la manière dont une région, longtemps décrite à travers le prisme de la dépendance, commence à redéfinir ses propres règles d'action. Ce qui s'est joué ici concerne autant la sécurité que la capacité collective à décider, à organiser et à assumer les conséquences de ses choix. Pour celles et ceux qui observent le Sahel de loin, ce récit invite à dépasser les lectures rapides. Il suggère de prêter attention aux méthodes, aux enchaînements discrets et aux effets cumulatifs qui transforment lentement les équilibres. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré n'appelle pas l'adhésion automatique. Elle appelle la discussion, la comparaison et l'analyse critique. Partager ce récit, en débattre ou le confronter à d'autres expériences permet de prolonger l'expérience collective qu'il décrit. Chaque point de vue enrichit la compréhension de ce qui est en train d'émerger. Une question reste ouverte, et elle vaut pour le Sahel comme ailleurs, lorsqu'une initiative locale commence à produire des résultats mesurables. Quelle voie choisit Stupide de l'accompagner, de la questionner ou de la transformer?